On t'attend. J'ai un contrat sur moi. Donc je remercie d'être venu aussi nombreux pour cette soirée, qui est notre deuxième en fait AG en présentiel. Je vais essayer de parler plus fort si jamais vous montez pas, parce qu'on n'a pas de micro ici pour ce soir. Donc, je vais essayer de parler assez fort et que vous m'écoutiez. Donc je vous remercie d'être présent ce soir, et donc en fait, je remercie ceux qui sont présents. D'abord Philippe Bessel, directeur international, qui est ici présent. Il y a aussi Émilie Grisoyen, l'enseignement de la faculté de pharmacie de Strasbourg. Elle est là. Monsieur Pierre Beck, président de l'association des maîtres de stage. Bertrand Legault, président de la Répu, donc vous connaissez tous. Bertrand et la Répu. Il y a aussi Laurent Charbonnier, directeur de la CERF Toulouse. Et Elisabeth Tiglusi, que j'ai aussi salué avant. Il y a Émile Bacqueux aussi. Juliette Aubry. Juliette Aubry. Elle est là. Je l'ai vu avant, mais elle a disparu. Madame Caroline Parmentier, commerciale à l'Alliance Santé. Monsieur Jérôme Petiot de Pharmat, que j'ai aussi salué avant. Madame Caroline Villers de Pharmat. Madame Pacoma Romero, directeur de l'OCP Strasbourg. Il est là. Il est là. Monsieur Geoffroy Mathieu, Tchèque. Et ensuite, Madame Badet et Madame Lerche, professeur à l'UFA de Roselle de Mulhouse. Donc je tiens aussi à remercier Madame Délégué présente. Parce qu'en fait, ça fait partie de la chaîne du médicament et de la pharmacie. Donc je remercie que vous êtes tous présents pour cette assemblée générale des pharmaciens d'officine du Haut-Rhin. Je tiens aussi à remercier nos sponsors, donc la CMPS, la CERF, l'OCP, Pharmat. Alliance Santé. Mais bon, et donc aussi à toutes les personnes qui ont préparé cette AG, donc la Maison 4. Et puis mon bureau, qui s'est chargé de tout, qui m'a bien déchargé de la tâche, et je le remercie aussi profondément. Merci Pierre. Donc maintenant, on commence la partie statutaire. Donc je cède la parole à Catherine Lefebvre et Hélène Schuller pour le premier point qui est le rapport moral. Alors juste avant d'attaquer le rapport moral, il y a une représentante de l'ordre qui est dans la salle et qui m'a demandé de vous rappeler une chose hyper importante. Donc je lui laisse la parole à Madame Matt. Bonjour. C'était juste pour vous dire qu'il y a les élections de l'ordre en ce moment. Donc vous avez reçu une petite feuille avec le code d'accès et ils vont vous demander un deuxième code de validation. Là c'est le numéro c'est les chiffres qui sont sur votre carte. Lors des formations, il ne faut pas mettre la petite barre ni la lettre pour pouvoir voter. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Alors, tout simplement, aujourd'hui, nous allons faire un bref rappel de la composition du bureau syndical du Haut-Rhin. Alors, tout simplement, il y a deux coprésidents. Vous avez l'honneur de Ensisheim. Nous avons notre chef scout, Elisabeth Schuller, Mulhouse. Ensuite, nous avons deux vice-présidents, donc Pascal Burk, qui est de Colmar, elle est absente ce soir. Elle est en charge beaucoup des commissions paritaires. Alors, nous avons un pilier sungovien qui est Jean Weisenhorn. Et également, ensuite, je continue par un autre pilier sungovien qui est François Randé, qui est le trésorier adjoint à Guiche. Et nous avons le trésorier qui est Christophe Pepper de Nicolas. Alors, ensuite, la secrétaire, c'est moi. Et donc, je suis assistée par Sylvie, qui est toujours à Avenue Salingro, en permanence, en fait, dans nos locaux. Nous avons également le geek en chef, le plus jeune, le plus dynamique, c'est Julien Deledic, il est de Colmar. Ensuite, les 4 personnes que je vais citer, tout simplement Sylvie Osmed, qui nous a montré ses talents de chef d'entreprise en tant que femme pendant la crise du Covid, et Laure Dubail, qui n'est pas là ce soir, elle est surtout notre juriste en chef, le pour en tout. Ensuite, le pompier, le secouriste, Bertrand Legault. Et Armelle Pénigaud, Ritzstein, alors elle est vraiment en charge et est toujours au courant des chiffres. Voilà.
C'est à toi. Alors, ensuite, Ah, je laisse Voilà. faire. Alors, on attaque par le rapport moral. Donc, on va essayer de le faire relativement vivant, parce que c'est toujours un petit peu rébarbatif. Et donc, on va essayer de le faire chronologique également pour vous rappeler ce qui s'est passé depuis notre AG du mois de juin l'année dernière. Donc, l'année est un petit peu plus courte, puisqu'on est en avril, mais non moins dense. Donc, en juillet 2021, on a le syndicat, donc, avec l'aide de Catherine Lerche, on a lancé les tests de recrutement pour les candidats au BP préparateur dans les locaux du CFA. Bon, les résultats n'ont pas été fous, hein, mais les candidats non plus. Hein. Ouais, ça ne peut que progresser. Hein. Voilà. Et ensuite, donc en août, on vous a quand même, sur l'idée du syndicat de Belfort, on a essayé de savoir un petit peu ce que vous pensiez de la vaccination, c'était le départ de la vaccination. Donc en gros, on a fait une petite enquête pour prendre le pouls. Les résultats, on vous les redonne rapidement. Donc 75% des pharmaciens vaccinés déjà à l'époque, d'autres s'y sont mis par la suite, mais c'était déjà un beau départ. Et ce qu'on en a retenu en fait de cette expérience, de votre sentiment, c'est qu'il y avait quand même plus de 60% qui voulaient encore s'investir plus dans la vaccination, mais qu'il y avait des freins qui étaient non négligeables, chronophage et manque de rémunération. Et par contre, un gros atout, c'est que voilà, on prenait notre place au centre du dispositif de santé et on avait vraiment l'impression, en tout cas vu par les patients et par le grand public, de faire un boulot très valorisant. Ça, c'était à retenir. alors en septembre, on a été sollicité et on l'a fait pour les Mulhousiennes, pour la course des Mulhousiennes, on a fait des tests antigéniques le samedi matin et le dimanche matin à Palais des Sports. On a versé les 700 € à la course des Mulhousiennes pour la lutte du cancer. Voilà. Ensuite, courrier de protestation. On a, toujours au mois de septembre 2021, on a fait un courrier en fait à l'ARS, parce qu'avec 18 mois de Covid, on en avait assez de s'occuper, enfin on avait la tête sous l'eau. Hein. Donc on a fait le courrier pour montrer qu'on en avait assez de faire le forcing, enfin de mettre encore en avant ce projet de sérialisation chronophage et coûteux. Donc en septembre, on a eu un petit moment fort convivial à la guinguette de Traobac-le-Haut. C'est une guinguette qui avait ouvert juste pour l'occasion chez Sophie Aimé. Donc voilà, on a pu saluer le départ de Dédé, qui est parti vers d'autres horizons, et lui offrir son cadeau qui n'est pas le chien. Souvent, il y a des gens qui font des blagues comme ça, mais là, non, on n'a pas eu ce petit. Voilà, donc. Et ensuite, donc après ce petit moment convivial, alors on a enchaîné sur une série de réunions qui concernent surtout l'apprentissage. Avec d'abord, on a rencontré Madame Eloisani au CFA au Berlin, ensuite on a rencontré le CFA de Roosevelt, et puis une grosse réunion le 22 septembre. On était présents le doyen, Pierre, moi-même, et puis les 3 vice-doyennes. Ils ont fait l'honneur de leur présence, hein, donc Mme Soulas, Mme Guéroger et Mme Si qui s'y présentent, sur lequel on a évoqué pas mal de sujets, y compris la 6e année d'officine et la formation qu'on aimerait voir évoluer, mais voilà, on vous en parlera tout à l'heure. Voilà, et puis alors en octobre 2021, on enchaîne sur les commissions paritaires locales. Alors on est toujours de bonne humeur, hein, parce qu'il en faut. Donc voilà, pour avoir des vis-à-vis de nos partenaires de la CTIL, parce que le directeur est parfois Un peu. Voilà, donc je vais bonne humeur. On se demande s'il est content de nous voir. Voilà, alors rencontre. Hein, donc en fait, suite aux différentes rencontres sur l'apprentissage, et puis on a eu une grande réunion à la fac, cette fois-ci avec tout le monde était invité, le syndicat du Rhin, le syndicat du Bas-Rhin, les 2 CFA, la fac aussi, tout ça pour parler du DUST, et c'est là qu'a été décidé donc de passer pour la rentrée 2022 directement en DUST et d'arrêter les formations BP classiques. Sachant que voilà, de toute façon c'était soit cette année, soit l'année d'après, mais on a décidé d'y aller de suite. On va vous en parler donc, un petit peu plus tard. Et on arrive au congrès de Lyon, pour ceux qui y étaient, voilà, un moment sympathique, donc avec le Présicom, avec des invités prestigieux. À gauche, on peut voir Monsieur Fatom, et à droite, un président normal. C'est pas moi. Hein. On ne dit pas que vous êtes anormal non plus. Hein. Et donc voilà, après toujours des petits moments fort sympathiques, comme on est relativement nombreux à aller au congrès et qu'on essaie de se caler sur le même hôtel et de faire un peu les sorties ensemble. Et ils ont même trouvé le bar du syndicat, voilà, qui avait un point nommé.
Voilà, et puis en novembre toujours, hein, il y a eu une rencontre à la Chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin avec notamment monsieur donc Pierre, hein, Pierre Beck, hein, et puis il y avait Elisabeth aussi, Pascal Wurtz, Jean Valdenorme et monsieur Butch, jusqu'à 67. Voilà, même chose, on a essayé de vous proposer en décembre 2021 d'être dynamique, hein, donc formation, secourisme, vous avez été nombreux en fait à y participer. Hein. Merci. Voilà, donc en décembre, on a eu un gros ras-le-bol au niveau du bureau lors d'une réunion, ce qui a fait qu'on a décidé d'écrire à l'ARS et au préfet de département pour dire que voilà, c'était gentil, mais les DGS urgents à 23h le soir avec contre-ordre, désordre, on n'en pouvait plus. Et ça, c'était avant janvier, hein. On le sentait déjà arriver. Hein. Donc, on a eu le nez fin, donc voilà, on a écrit un gros ras-le-bol et ça a été repris dans la presse régionale. Donc voilà, au moins ça a montré un peu aux patients que on faisait le max, mais on commençait à fatiguer, et comme dit, c'était avant janvier. Voilà, alors en janvier 2022, on a eu une réunion aussi avec la CPAM, puisqu'en fait, ils nous ont demandé pourquoi certains pharmaciens ne faisaient pas les tests antigéniques et la vaccination anti-Covid. Donc, réunion, une de plus. Mais il faut dire, en fait, c'était une réunion à mon avis pour rien. Parce que dans le secteur du 68, il y avait 3 ou 4 pharmacies qui ne faisaient pas. Et à chaque fois, ils avaient des trucs bien particuliers. C'était en fond de vallée, c'était près de Belfort. Enfin, c'était vraiment un truc très particulier. C'est pas parce qu'on est près de Belfort qu'on vaccine pas. Voilà, c'est une toute petite officine, nous étions 2, donc voilà. Donc, Ouais, quasi la totalité des confrères, enfin, je me félicite, hein, faisaient vaccination ou test. Donc en fait, on était irréprochables. Enfin, moi, à mon sens. Alors, comme on a manqué de personnel, tous, hein, concurrents, on a décidé de lancer une affiche préparateur en pharmacie, pourquoi pas vous. Hein. Et on a mis le petit logo hein, dessus, et puis on a envoyé ça à chaque pharmacie. J'espère que vous l'avez. Il est là. Si vous ne l'avez pas encore mis, il n'est pas trop tard. Hein. Voilà, donc on a enchaîné en février avec notre séminaire. C'est bien faut profiter d'une émulation de groupe, hein. Team building c'est très important, c'est pour ça que ça fonctionne bien au niveau du conseil d'administration. Donc voilà, et donc là en fait le problème c'est qu'à 23h en Autriche c'était rideau, mais dans l'équipe on a des amateurs de bon vin et donc on faisait des afters dans la chambre et les réunions à ce moment-là, mais c'était un peu compliqué de les faire bosser vu ce qu'ils avaient vu. J'ai transpiré quand même. Voilà. Le compte rendu est issu. Voilà, donc on a enchaîné en mars sur invitation de la fac, donc ça découle un petit peu des réunions de septembre où on disait voilà, il faut mettre l'officine en avant. Donc on a décidé de prendre un petit peu plus part, d'être un peu plus présent au niveau de Strasbourg. On a essayé de prendre un stand avec le Bas-Rhin et puis l'association des maîtres de stage au forum du CEFI qui est réuni à l'ensemble des étudiants de 3e, 4e, 5e année pour essayer de présenter notre métier d'une manière un peu plus, entre guillemets, sympathique, sexy que ce qui était présenté habituellement. Bon voilà, Julien Tudonné, on en pourra. Merci Julien. Quoi. En mars 2022, après une nouvelle signature de la nouvelle convention, pardon. Donc Elisabeth était en visio et puis Pierre était sur place. Hein. On pourra en discuter après si vous avez des questions puisque nous sommes là. Voilà. Et puis un acronyme hein, que Elisabeth adore, hein, le CODAMUPS, hein, donc il fallait le connaître. Hein. Comité départemental de l'aide médicale d'urgence permanente des soins. Il y a eu, c'était Sylvie, hein, c'était une anxiété avec Elisabeth. Hein. C'était en mars 2022 à Colmar. Voilà. Voilà, donc là on arrive en avril avec l'élection du nouveau bureau de la FSPF. Je ne suis pas si sûre que la photo soit le nouveau ou l'ancien, mais c'est pas grave. En tout cas, on les remercie et puis on leur souhaite force et courage au nouveau bureau de la FSPF. Paraître ni l'un ni l'autre. Voilà, je on montre une photo. Ouais, c'est le bureau. En fait, c'est une photo. Voilà. On va dire que c'est une photo. J'avais une petite remarque. Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes sur la photo Sur la photo, je ne sais pas, mais au bureau, il y a plus de femmes que ça. Sur la photo, je ne sais pas, mais... Après, il y a eu un changement de logo, en fait, national, et donc on a fait un petit logo bien chez nous. Hein. Merci Julien, puisqu'il a rajouté le petit logo marque Alsace à droite, hein. Le petit bretzel rouge et 68 euros. Voilà. Donc en avril, on a 2 commissions paritaires locales, donc c'est la grande messe avec la Sécu qu'on a 2 fois par an.
Donc là, pareil, on évoque toujours les sujets qui fâchent. Les dossiers que vous faites remonter, ben, c'est à ce moment-là qu'on arrive. Alors, on ne fait pas du cas par cas, mais voilà, si on voit que ça remonte plusieurs fois, c'est à ce moment-là qu'on arrive à prendre des contacts et à faire avancer les choses. Donc, commission paritaire locale, ça dure 3 heures et c'est vraiment, voilà, on se bat. C'est le moment où on se bat le max pour vous. Enfin, pour nous aussi, pour tout le monde. Et donc là, on a discuté des parts à l'étranger, les indus, les machins, c'est toujours ces sujets qui reviennent, plus des batailles de chiffres. Enfin, voilà, c'est intéressant. Alors, pour vous, si vous êtes au courant, c'est le départ à l'étranger pour les gens qui vont au bled, qui partent 6 mois. Je ne sais pas, vous êtes tous vraiment attentifs à ce genre de choses. Il faut que maintenant, avant on avait une tolérance où les gens venaient, vous donniez vous, 6 mois ça passait au niveau de la caisse. Maintenant, ils appliquent le niveau des consignes nationales. Donc en fait, il faut que les gens viennent au moins 15 jours avant, qu'on fasse une demande avec. Et en fait, il faut attendre la réponse de la caisse pour pouvoir délivrer les produits, sinon vous êtes de votre poche. Mais si c'est vraiment urgent, sachez que si vous appelez le 3646, le numéro de la caisse, en disant voilà, j'ai un dossier, c'est urgent, faites, transmettez aux pharmaciens conseils, ils nous ont dit qu'ils pouvaient, sur les dossiers urgents, aller un peu plus vite, au cas où. Voilà. Et j'enchaîne sur la dernier point d'avril. Donc c'est vrai qu'on nous a été, on a été sollicité par une association mulhousienne qui s'appelle Avenir pour une urgence Ukraine. Ils nous ont appelé le mardi pour un départ le jeudi. Donc c'était chaud, on a communiqué, on a eu quand même pas mal de colis qui sont remontés. Donc on vous remercie sincèrement d'avoir joué le jeu et on vous remercie plus généralement pour tous les pharmaciens du Haut-Rhin qui, sur cette passion, mais aussi sur plein d'autres, se sont mobilisés parce qu'on a reçu quand même plein de demandes, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment sensibilisé la profession et merci pour votre générosité. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez déjà prévu quelque chose fin juin, 24, 25, 26 juin, le congrès en fait à Lille. C'est toujours un moment de convivialité, vous avez vu, un moment aussi où on apprend, on échange et c'est intéressant. Il y a plein d'infos, vraiment plein d'infos. Et Christophe. Et voilà. Voilà, donc on va céder la parole à Monsieur Pfeffer. On vote pas. Non, il n'y a pas de... Ah oui, il faut voter. Est-ce que quelqu'un est contre? Quelqu'un s'oppose. Voilà. Ben, ça, bonsoir à tout le monde. On va faire un chiffre sur les comptes. Donc, je remercie encore une fois nos sponsors, donc fidèles sponsors qui sont là, qui sont représentés, donc Pharma. Alors, pardon, je remercie la SERP, je remercie la SERP, je remercie l'OCP, je remercie Alliance Santé, voilà, et sponsors historiques, ainsi que CMTS qui malheureusement n'est pas représenté. Et Pharmat cette année qui nous soutient. Ils ont la bonne idée là, de soutenir, voilà, aux côtés des 4 autres. Donc au niveau des recettes, donc les cotisations, donc maintenant il y a tout qui rentre, cotisations pour les SPHR, cotisations nationales, voilà. Il y a des remboursements dividendes, des remboursements suite à des procédures d'assurance, quelques placements. Donc on a un total de 127 977 de revenus. On a quelques dépenses quand même. Donc les frais d'AG, charges immobilières. Alors cette année, enfin bon, vous n'avez pas les chiffres l'an dernier en tête évidemment, mais elles ont augmenté du fait des travaux qu'on a réflexion. L'an dernier, vous avez dit, on a augmenté un petit peu la cotisation. Donc toiture, des fenêtres ont été changées, enfin voilà. Charges sociales, cotisation associative, donc ça c'est ce qu'on reverse au Bureau national et pour le pharmacien de France. Et les frais de fonctionnement, voilà, qui sont toujours stables. On a même réussi à baisser un petit peu les frais de fonctionnement, voilà, en arrêtant l'un ou l'autre location. Donc on a un total de 126 776 de dépenses, ce qui nous fait un résultat positif de 1201 €. Voilà. Et surtout en finançant les travaux. Hein. Alors en finançant les travaux, voilà, tout est voilà. Donc, à l'équilibre. Parfait. Les comptes ont été contrôlés ce matin. On n'a pas mis la pression. C'est pas un arrache, on est professionnel. Et Anne, au syndicat, elle avait joué. Il n'y avait rien à retoucher, donc c'est bon.
Est-ce que, je sais pas, une observation? Pardon. Je peux vous dire, voilà, nous, Saucigné, Axel Grenier-Almac, pharmacien réviseur aux comptes élu de l'Assemblée Générale du 16 juin 2021, certifions par la présente avoir contrôlé et vérifié, selon les normes en vigueur, les comptes de l'exercice comptable de l'année 2021 du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin. Nous n'avons décelé aucune anomalie, erreur ou inexactitude dans la tenue des comptes de l'association syndicale des pharmaciens du Haut-Rhin. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir approuver le bilan et les comptes de gestion tels qu'ils vous sont présentés. Nous certifions qu'ils expriment sincèrement l'origine et l'emploi des ressources du syndicat. Voilà, aujourd'hui même. Merci. Donc, je demande le quitus pour le trésorier, donc qui s'abstient, qui est contre. Merci pour votre soutien. Et merci au trésorier. donc Non, il y a cotisation quand même pour la cotisation. Il y a le point le plus important après Philippe Besser. Le point le plus important de la soirée, c'est la cotisation pour faire vivre le syndicat. il faut juste pour l'année, donc il faut de nouveau quelqu'un contrôle les comptes pour l'exercice 2022. Est-ce qu'on peut compter sur, sur vous? C'est bon. Et Axel aussi. Ok, c'est bon. Confirme. Très bien. Merci. Le vice-président adoré qui arrive. Comme on est à l'équilibre, les travaux, tout est financé, donc au niveau de la cotise, je propose on ne bougera pas, quoi, voilà. Est-ce que quelqu'un veut mettre plus ou... On en reste là. Ah oui, les dons sont acceptés. Il faut qu'on valide la cotisation. Est-ce que quelqu'un... Je peux dire à petite histoire, en parlant des dons qui sont acceptés au niveau du syndicat, Philippe a ressorti les dons des pharmaciens qui ont permis l'achat de la maison rue Bahut à Paris, donc la maison du pharmacien. En fait, c'est des confrères dans les 22. Ils ont fait une cotisation nationale et qui ont donné chacun 1000 francs de l'époque, qui a permis l'achat par le syndicat national du bâtiment actuel. Donc en fait, les dons sont les bienvenus. Et déductible, mon trésorier adjoint me dit que c'est déductible. Vous comprendrez qu'on ne prendra pas les espèces par contre, hein, parce que c'est pas. Voilà. Pour le vote de la cotisation, alors est-ce que quelqu'un s'oppose? On valide? On valide. Merci pour votre confiance. Attention à vos sous, il n'y a aucun problème. Et maintenant. Alors je reprends la parole. Donc nous avons Dr Émilie Sick, qui est donc vice-doyenne de la faculté de Strasbourg en charge de l'enseignement, qui nous a demandé quelques minutes pour vous informer de quelques changements dans la formation, que ce soit au niveau des apprentis ou au niveau des pharmaciens d'officine. Donc vu que ce n'était pas trop prévu et qu'on a quand même une belle interview qui va suivre, je vous propose de garder les questions pour le pot après, pour ceux qui en ont, ils viendront la voir en direct. On va juste regarder la présentation. Gardez bien vos questions, elle sera à votre entière disposition pour discuter après. Sinon, on va partir, parce que je sais que ça, il y en a qui sont tendus. Merci. Mais il est où? Il est dedans. Si tu fais entrer. Ah, il est inclus? Oui. Maintenant, j'ai de nouveaux adhérents. Merci. Ah non, ça va, passe, on reviendra. Ah, passe encore? Mais c'est après? Ouais, c'est après. Ouais, voilà, stop. Ah. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. On fera le reste après. Alors c'est un plaisir, grand plaisir pour moi d'intervenir rapidement comme vous l'a suggéré. Allez devant. Hein. Madame la Présidente, donc merci à vous déjà pour l'invitation, à Madame Schuller, Monsieur Nickel, ainsi que l'ensemble du bureau du syndicat. Donc effectivement, la faculté a été gentiment conviée par le bureau et j'en profite pour faire un petit point d'information sur les réformes qui sont en cours. Et j'avais 3 petits points à vous faire part concernant déjà la réforme qui va vous toucher au plus près et le plus rapidement. C'est la réforme concernant la formation des préparateurs en pharmacie, donc qui prend la forme d'un diplôme qu'on appelle le DUST à présent, donc une formation de niveau Bac+2.
Donc un DUST, ça signifie, l'acronyme, hein, c'est le diplôme d'études universitaires, scientifiques et techniques. Donc pour ceux qui connaissaient, qui avaient entendu parler du DUG à l'époque, c'est à peu près l'équivalent, mais sur le versant technique. Versant technique parce qu'on garde une formation qui est en apprentissage, avec par année 400 heures d'enseignement. Et le reste au sein de vos officines. Donc on reste sur un modèle qui est proche du format qu'on avait pour le BP, à la différence que là, on va mener les étudiants qui se lancent dans cette formation au niveau Bac+2, qui vont obtenir l'équivalence pour assurer l'exercice. Alors, l'objectif après, pour la suite, ce sera d'amener les étudiants à un niveau Bac+3, avec la proposition, pour les étudiants qui le souhaitent, de poursuivre avec une 3e année de formation supplémentaire, avec la proposition d'une licence pro qui pourra être déclinée en 2 parcours. Un parcours dédié à la pharmacie hospitalière, c'est ce qui correspond grosso modo à la formation de PPH qui a lieu à l'heure actuelle, donc 1 an de formation supplémentaire en plus du BP. Et l'important, au regard de certains retours des professionnels officinaux, c'est pour monter en compétences pour les préparateurs en officine, c'est de leur proposer également une année complémentaire de formation dans le parcours pharmacie officinale, toujours en apprentissage, mais où on aborderait en fait des sujets qui ne sont pas traités dans le BP et qui ont plus attrait, on va dire, à votre accompagnement en tant que pharmacien d'officine dans l'accomplissement des nouvelles missions. Donc on a pour projet d'ouverture de cette année de licence pro la rentrée 23-24, sachant que, quoi qu'il en soit, la majorité des BP vont disparaître à terme et on va basculer dans la région très rapidement, dès la rentrée prochaine, sur un format DUST. Voilà. Donc un effectif qu'on a pour l'instant, on a pu ouvrir le DUST dès cette année, en 21-22. On avait un effectif très restreint, c'était sur une forme d'expérimentation, on va dire, qu'on a mené à bien avec le CFA Oberlin et puis le CFA Roosevelt en coopération. Alors on a 18 étudiants dans la promo, ça se passe très bien pour l'instant. Au passage, je vais mentionner ici, puisqu'on est dans le Haut-Rhin, on a 2 étudiantes quand même qui sont en apprentissage dans le Haut-Rhin, une sur Mulhouse et puis une à Rivoli. Et l'objectif, à terme, comme je vous l'ai dit, c'est de basculer tous les BP en DUST. Et pour cela, l'accueil en DUST, ça passe par Parcoursup. Schéma traditionnel du lycéen qui veut rentrer dans les études supérieures, à la fac. Donc dans le Haut-Rhin, on a affiché une capacité d'accueil de 60 étudiants, dans le Bas-Rhin 80, ce qui fait un total de 140, qui correspond grosso modo aux capacités d'accueil affichées à l'heure actuelle par les CFA, à la fois Roosevelt et Oberlin pour la région. Donc on n'est pas plus restrictif de ce côté-là. En termes de prérequis d'admissibilité, on exige un niveau bac, si possible avec un profil scientifique, ce qui veut dire qu'à terme, il faudra peut-être être un petit peu plus sélectif lorsque vous recrutez de potentiels apprentis. Voilà. Même si pour cette année, il pourra y avoir une légère souplesse sur l'accueil des bacs pro. Mais si à terme on veut augmenter et puis augmenter le niveau de la formation des préparateurs, ça va passer évidemment, je pense que vous en conviendrez, par une meilleure sélection entre guillemets à la base, même si on est d'accord, il y a des belles réussites avec les bacs pro. Je pense qu'il faut tourner la page. Juste sur le rythme de l'alternance, on part, comme je vous l'ai dit, sur un volume horaire de cours tout à fait similaire à ce qui est proposé en BP à l'heure actuelle. 400 heures par année, c'est le minimum
pour une formation en alternance avec un rythme de 2 jours de cours par semaine, mais ceci de septembre à fin mai, en se calant sur le calendrier universitaire. Et donc sur la dia suivante, je vous ai mis à titre d'exemple ce à quoi ça pourrait correspondre dans la pratique. Donc parce que je sais que c'est une problématique qui vous est chère aussi, parce que c'est un sujet d'inquiétude en fait. Le recrutement des préparateurs dans le Haut-Rhin qui auraient à suivre les cours à la fac, donc à Strasbourg. Donc on a essayé de faire en sorte de condenser les cours qui seraient faits à la fac sur quelques jours et sur quelques semaines bien précises. Donc à titre d'exemple, au premier semestre, on aurait 4 semaines en fait bloquées de présence à la fac avec 2 à 3 jours de manière consécutive. Ce serait à la fois pour leur permettre de suivre les enseignements qui sont délivrés par les universitaires, le reste des enseignements étant fait au sein du CFA par les enseignants de CFA. Voilà. Et nous, universitaires, on intervient à hauteur de 20% en fait, de 20% dans les cours, dans l'ensemble de la formation. Donc on peut considérer que dans 20% du temps, sur ces 2 années de DUST, ils seront présents à la fac, et comme dit, on va les regrouper de manière à les faire déplacer le moins possible, de manière à ce que ce soit le moins contraignant possible. Voilà. Et le deuxième point que je voulais évoquer aussi avec vous, c'est que là on monte en compétences, on essaie de monter en compétences pour la formation des préparateurs, et bien évidemment ça doit s'accompagner, et à juste titre, et c'est le chemin qu'on prend, d'une montée en compétences également du pharmacien, de la formation de pharmacien. Et je vous parle en particulier de la réforme du 3e cycle qui concerne l'officine. Donc c'est une réforme qui sera mise en œuvre a priori à la rentrée 23-24 et qui émane en fait d'une volonté d'uniformiser en fait les 3 parcours qui existent à l'heure actuelle, officine, industrie, internat, avec la délivrance d'un diplôme de DES. Alors évidemment, pour l'internat, le DES existe depuis bien longtemps, mais la volonté c'était de calquer les parcours officine et industrie là-dessus pour délivrer ce diplôme-là, qui atteste d'une formation complémentaire et supérieure. Alors, ce qu'il faut retenir là-dessus, sur cette réforme, c'est que, en gros, on ne va absolument pas augmenter la durée des études par la délivrance de ce diplôme supplémentaire et que finalement on reste sur un 3e cycle qui est court avec une année de formation qui correspond finalement à la 6e année officine ou la 6e année industrie. Voilà. Et en conséquence, le référentiel de formation est à l'heure actuelle en train d'être revisité, notamment par un groupe de travail qui a été mandaté par la conférence des doyens pour identifier justement les compétences à l'heure actuelle que doivent acquérir les futurs diplômés en officine. Voilà. Donc là, à l'heure actuelle, on est dans la construction de ce référentiel et pour une mise en place, comme dit, à la rentrée 23-24. Et enfin, voilà, c'est mon dernier point, je vais m'arrêter là. Pour accompagner tout ça, alors que ce soit la réforme de formation des préparateurs, la réforme de formation des futurs pharmaciens d'officine, à la faculté, on s'est engagé à réaménager en fait l'espace de simulation de la pratique officinale, qui est dénommée à l'heure actuelle la pharmacie expérimentale. Alors, à l'heure actuelle, c'est une toute petite salle de TD qui accueille une vingtaine d'étudiants avec un petit comptoir. C'est un espace très contraint qui ne permet pas de mettre en œuvre en fait l'essentiel de ce qu'on veut faire sur le plan pédagogique pour les mettre en situation de simulation. Et c'est la raison pour laquelle on a ce projet d'aménagement que je vous présente, avec une échéance des travaux prévus en janvier 2023,
où on va déménager la pharmacie expérimentale de ce petit espace vers une surface de près de 140 mètres carrés, où on va bien identifier un espace de confidentialité, comme vous pouvez le voir sur la gauche, un espace orthopédie. Ces deux zones permettant aussi une simulation en fait pour les étudiants au bilan partagé de médication, aux entretiens pharmaceutiques, et un grand espace permettant, comme vous le voyez par les petits comptoirs en fait qui sont symbolisés finalement sur la partie gauche, voilà, où les étudiants pourront simuler à plus grande échelle que ce qu'ils le font actuellement, des situations de comptoir avec du conseil, etc. Avec un petit aménagement qui va essayer de reproduire en fait ce que vous avez au quotidien dans vos officines. En n'oubliant pas le côté pédagogique complètement à droite, qui permettra de faire des petits briefings en début de séance, avant la mise en pratique, brief, débrief, etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci et puis beaucoup. Je serai dispo. Les questions, on verra ça plus tard. Je suis allée un peu vite, donc je reviens un petit peu en arrière. Je cède la parole à François. Voilà. Moi, je suis juste là pour vous présenter les nouveaux membres, donc qui sont assez jeunes. Je connais bien en membre. Hein. Private joke. Donc, Madame Chloé Pignard. C'est de trouver. C'est la pharmacie des Peupliers qui a repris Yann Bourgeois. Après, il y a Anastasios Angouras, donc pharmacie de santé, espace santé à Mulhouse, donc qui n'est pas là, visiblement. Mais je cite tout le monde et puis je vous dirai qui est là. Madame Mathilde Viel, pharmacie centrale à Saint-Louis, reprise de Jacques Stoss, qui n'est pas là non plus. Monsieur Hervé Vunon-Burger, qui est là. D'accord, ouais, parce que les gens te voient. Non, il ne veut pas. Bon, tout le monde le connaît. Voilà. Merci, Hervé. Mesdames Léonore Définis et Élise Effelé, pharmacie de la Cigogne à Wittelsheim, reprise Le Wallois Hubert, donc qui ne sont pas là aussi. Et Madame Emmanuelle Cuens, qui doit être là normalement, enfin qui avait annoncé sa présence, mais bon, qui n'est pas là non plus. Madame Caroline Pujol, pharmacie Saint-Léger à Guy-Villers, reprise de Françoise. Françoise est là. Mais Françoise est là. Ouais. Donc tu viendras. Alors ce qu'on va faire, il faut que les deux qui sont là quittent la salle pendant 2-3 minutes, juste le temps de voir si quelqu'un s'oppose à l'entrée de ces membres dans notre salle. S'ils veulent bien venir avec moi. Donc suivez la présidente, il y en a pour 8 minutes. C'est statutaire. Hein. Il y avait le Covid. Le Covid, ça donnait les excuses à tout. Au moins vous voyez qui c'est. Bon, question Voilà, ça marche. Est-ce que quelqu'un s'oppose à leur entrée dans notre assemblée? Visiblement non, donc c'est bon. Vous pouvez revenir. Je voulais quand même vous dire qu'en fait, le syndicat d'extension du Haut-Rhin, on est quand même quasiment 140, on est bien 140 sur 160 confrères. Donc, je vous remercie tous. Alors déjà ce soir, c'est déjà une preuve que vous êtes intéressés par le syndicat, par ce qui se passe. Et en fait, je veux dire, c'est ce qui fait la force du syndicat des pharmaciens du Haut-Rhin. On est en commission paritaire. Même si le directeur de la caisse prend du tour des guignols, je veux dire, on va rester debout. On va rester debout. Vous êtes derrière. Vous voulez carrément l'enlever? Donc sur les 140 pharmaciens, il y a 85 femmes et 75 hommes. Il a voulu que tu portes toute seule du coup. Sur à peu près 185 pharmacies. 140 ou 187. 187, moi j'ai 160. C'est écrit derrière vous. 160 titulaires. 160 titulaires. 140 membres. D'accord. Donc ce que je vais faire, je vais vous remettre les statuts à ceux qui sont là, et puis ceux qui ne sont pas là, ils les recevront par courrier. Donc, statut du syndicat, tu donneras ça. Elisabeth et à Philippe pour une petite interview croisée.
interview croisée. Alors on a préparé un show en fait. Voilà, donc la partie statutaire étant terminée. J'espère que vous n'êtes pas trop endormis, mais vous inquiétez pas, on va vous réveiller. Donc voilà, donc je vous propose de représenter un petit peu les pharmaciens du Haut-Rhin, puisque vous nous avez fait remonter quelques questions, et puis on en a eu tout au long de l'année, pour interviewer en direct notre président, Philippe Besset. Et on finira cette fois-ci par des questions, si vous en avez, après ce petit échange. Donc gardez-les bien, à moins que vous souhaitiez répondre en direct aux questions s'il y en a, c'est comme vous voulez. On répondra à la fin. Okay, voilà. Donc merci Monsieur Besset d'être venu depuis l'autre côté de la France à cet AG. Et donc avant de rentrer dans le vif du sujet, et dans ces temps relativement spéciaux, pouvez-vous nous expliquer comment on devient président? C'est intéressant comme question. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a comment on devient président de mon point de vue, en fait. Moi, forcément, je me suis présenté. Qu'est-ce qui m'a amené à me présenter, en fait. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment on est élu à la fédération, et ça, c'est plutôt vous, en fait. Comment vous m'avez élu à la fédération. Je ne suis pas sûr que vous sachiez comment vous m'avez élu à la fédération, parce que c'est vous qui m'avez élu à la fédération, mais vous ne savez pas trop comment. Je vais répondre aux deux. La première des choses, c'est la plus simple. Donc moi, je suis originaire du sud de la France, effectivement, je suis limouxin, je suis né là, j'habite là, je passerai toute ma vie là, c'est chez moi, voilà. Mais depuis tout jeune, j'ai eu une passion pour les affaires publiques, en gros, et ça m'a suivi de tout temps, ça m'a suivi à la fac, j'ai eu le plaisir d'être le premier président de ce qui est devenu le syndicat national des étudiants de France, la FAGE, à Strasbourg, élection à Strasbourg, à la FGES, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu, qui sont déjà allés dans cette vénérable institution. Donc j'étais formaté pour ça, quoi. C'est mon kiff en fait, hein, de m'occuper des affaires des autres. Et en fait, quand je suis revenu à Limoux, parce qu'en fait, je suis revenu à Limoux après le service militaire que j'ai fait à Berlin, et là, je me suis inscrit dans la chose publique dans ma commune, en fait. J'ai été conseiller municipal, et mes amis pharmaciens de l'Aude m'ont appelé en me disant « mais arrête ça, on a besoin de toi pour défendre la profession, viens avec nous plutôt ». Donc j'ai arrêté le côté politique, en fait. Très jeune, j'avais 25 ans quand j'ai fait ça. Et je me suis inscrit au syndicat, au bureau syndical, comme toi. Donc, là, comment tu vas J'ai plus que 25 ans. Après, il y a eu une période un peu agitée au syndicat parce qu'à l'époque, bon, nous, on était, comme vous êtes ici, représentants départementaux, donc on ne savait pas trop ce qui se passait à Paris. Paris, c'était loin pour nous. Mais à Paris, il y a eu une espèce de bins à la fédération. Et le président de l'époque, la présidente de l'époque, Marie-Josée Comont, s'est présentée contre son vice-président, Bernard Capdeville. Ça a frité très très fort. Et ce clash a fait qu'une partie des troupes de la fédération est partie pour créer l'USPO. Et mon président de l'Aude, il était le trésorier de l'USPO national. Sauf que Patrick, qui était un pote, en fait, imaginez ce que ça aurait pu vous arriver à vous, en fait, il ne nous l'avait pas dit. Et les anciens du bureau syndical, moi j'étais tout jeune en fait, hein, enfin, j'avais déjà fait un mandat, j'avais 3 ans de plus. Mais, ils m'ont dit, ils m'ont appelé un jour et ils m'ont dit, mais nous, on ne veut pas quitter la maison commune, la maison ancestrale. C'est pas question. Il ne nous a pas demandé notre avis. Il était le président du syndicat, mais il ne nous a pas demandé notre avis. Donc nous, on ne veut pas. Donc, on va faire une réunion et puis on va le virer, quoi. En fait. Et c'est ça qui s'est passé. Et là, ils m'ont dit, mais après, on a envie que ce soit toi. Ils prennent parce que tu es jeune, tout ça, tu vois, on est derrière toi, mais c'est le truc classique. En fait, c'est toujours pareil. Le coup, dès qu'il y en a un qui te dit on est derrière toi, je te dis que voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et donc, Patrick, effectivement, a démissionné de son poste de président de l'Aude. Nous, on est revenus à la fédération et
Et moi, j'ai pris mon poste de président. Voilà. Donc j'ai été 6 ans, je crois, président départemental. Et à un moment, Philippe Gartner m'a appelé en me disant t'es jeune, toujours pareil, t'as l'air d'être dynamique, de parler, est-ce que tu veux me rejoindre dans le bureau national? Et je lui ai dit oui, parce que ça m'intéressait. Et je lui ai dit moi, ce que je sais faire, c'est organiser les choses. Je me voyais secrétaire général. Voilà. Ou bien, écoutez bien, ou bien je sais m'occuper des CPL, parce que dans un syndicat départemental, on s'occupe des relations avec la caisse. Donc je veux m'occuper des relations avec la Sécu et les mutuelles. Et il m'a dit, tu vas faire l'économie. Je dis, l'économie, je ne comprends rien. Enfin, je ne connaissais rien. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on rentre au bureau national, les compétences qu'on a au départ, c'est les compétences de pharmacien. Et rien d'autre. Et un peu de bonne volonté. Et on apprend. Et on apprend ensemble, on est une équipe, on apprend sur le tas. Voilà. Bon, j'ai fait 12 ans vraiment de bonheur avec Philippe, qui était un super président. On s'entendait sur tout, on avait la même vision du métier, notamment en ce qui concernait la formation. Je vous ai dit, j'étais membre du Conseil supérieur de l'éducation. Mon ADN, c'est la formation et c'est l'université au départ. Et ensuite, ça a été effectivement de pousser la profession vers son volet professionnel de santé, toujours plus professionnel de santé, toujours plus professionnel de santé. Voilà. Et il y a 3 ans, Philippe avait fait 12 ans de mandat, et il nous a dit qu'il arrêtait, et j'ai posé ma candidature. C'est-à-dire qu'en fait, là pour le coup, c'est personne qui m'a dit viens, est-ce que ça te dirait pas d'être président? En fait, vous étiez plus tellement jeune, quoi. Là, j'étais plus jeune. Et puis, quand tu es prêt, pour la poste de président de la Fédé, il n'y a personne qui te dit voilà. Donc, il faut le vouloir. Donc, je me suis présenté. Et donc, je retourne à la question. Maintenant, comment ça se passe? En fait, vous élisez votre bureau et vos présidents. Et vous avez vu la photo qui est passée tout à l'heure. Le président du syndicat, en fait, il y a 100 présidents de syndicats. Ils se retrouvent 2 fois par an dans un amphithéâtre à Paris. Le président du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs, de l'Aude, de la Haute-Garonne. Donc j'ai 100 pharmaciennes et pharmaciens qui sont les présidents départementaux. Et c'est eux qui, une fois tous les 3 ans, élisent le président de la fédération, de façon directe. Donc, ils m'ont élu président. Et là, le président, il choisit son équipe. C'est-à-dire qu'en fait, il décide, il appelle, un peu comme Philippe Gardner m'avait appelé. Moi, j'ai appelé des confrères et des consoeurs pour leur dire, est-ce que tu veux bien venir travailler sur un dossier avec moi? Donc, j'ai constitué mon équipe et l'Assemblée générale ratifie l'équipe. Voilà. Et donc là-dessus, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est assez compliqué à la fois de faire un renouvellement. Il faut que les petites pharmacies soient là, que les grandes pharmacies soient là, que les urbains, que les ruraux, que ceux qui sont groupés, ceux qui ne le sont pas, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Il faut de tous les territoires. Parce qu'en fait, il faut représenter l'ensemble du territoire national. Donc là, on a un Parisien, on en a un de PACA, on en a un d'Occitanie, on a pas mal de l'Est. Hein. Des Ardennes. Il y en a 2 des Ardennes. Voilà. Donc voilà, donc on a une équipe complète. J'ai 6 nouveaux qui sont arrivés, qui sont tous des jeunes en fait. Ils étaient cadras, donc 5 cadras et une trentenaire, et qui sont rentrés à parité, 3 garçons, 3 filles. Et c'est la nouvelle règle que j'ai instituée en fait. Je ne voulais pas virer, en fait il n'y avait que des garçons quand je suis arrivé au syndicat, pour répondre à la question tout à l'heure. Donc je ne vais pas virer les gens qui sont là. Ils font leur travail. Mais par contre, les gens qui rentrent, ils rentrent à parité. Donc là, il y en a 6 qui sont rentrés, 3 garçons, 3 filles. Et petit à petit, donc logiquement, en 1 ou 2 mandats, on sera à parité. C'est ce qui sera conforme à ce qu'on souhaite. Voilà pour la réponse longue à ta question courte. Merci, Philippe. Alors maintenant, voilà, comme nous vous connaissons presque comme un membre de la famille, ouais. Et on va pouvoir aborder les sujets un peu plus bouillants. Donc, alors en Alsace, on est cash, pas de langue de bois. On se parle, on se dit les choses. Donc, commençons par la gestion de la crise sanitaire.
avec l'année 2021, c'est plus de 150 DGS urgents qui ont occupé nos nuits. Pouvez-vous nous dire exactement quel a été le rôle des syndicats là-dedans? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Voilà. Dites-nous à quoi ont servi les syndicats nationaux, parce que nous, en province, enfin voilà, au niveau département, je peux vous dire qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on n'a pas pu faire grand-chose. Ça, c'est sûr. Alors, effectivement, ça a été un rôle assez majeur. Moi, je repartirais de 20 quand même, hein, de 2020, parce que ça a commencé en 20, cette affaire. Et en 20... Oui, dans le vin, on est bien. Ouais. On a, donc en février 2020, on est invité par Agnès Buzyn à une réunion au ministère de la Santé. Quand je dis on, c'est qui? C'est les présidents des fédérations hospitalières, la fédération hospitalière, les chefs des hôpitaux, les présidents de commissions médicales d'établissement, des hôpitaux publics, des cliniques privées, les représentants des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, des biologistes, les associations de patients. Tout ce monde-là est convoqué dans une grande réunion par Agnès Buzyn. Et c'est en février. Et on apprend et on sait à la télé qu'en Chine, il y a le confinement, qu'à Wuhan, il y a un virus qui commence à voilà. Donc ils nous réunissent pour ça. Et on ne verra jamais Agnès Buzyn, parce qu'en fait, elle va démissionner pour aller s'occuper de la mairie de Paris. Et on est reçu à cette réunion par Olivier Véran. Et là-dedans, il nous dit, les amis, ça va tanguer fort, parce que le virus, en fait, il va arriver et on ne peut pas l'arrêter, parce que les aéroports sont comme ça. Et donc, il va falloir protéger la population, distribuer des masques, voilà, et puis ensuite, on va voir comment on va faire, mais en fait, on va essayer de le faire tous ensemble. C'est la seule réunion physique que j'aurais jamais eue avec Olivier Véran. J'ai fait je ne sais pas combien de Zoom avec lui, j'ai fait je ne sais pas combien de réunions avec lui depuis, et c'est la seule fois, en février 2020, où physiquement je l'ai vu. Voilà. Ça fait 2 ans que je n'ai plus vu physiquement personne de cette administration. Et je les ai tous les jours au téléphone, en fait, depuis. Donc là, en fait, tout le monde nous parle en disant nous on va faire ça, nous on va faire ça. Et j'étais avec Karine Wolf, la présidente de l'Ordre, et Gilles Bonnefond, le président de l'USPO. Et à un moment, avec Karine, on se parle et Karine nous dit il faut qu'on s'implique. Et donc, on va dire écoutez, nous, on va s'occuper de la distribution des matériels, des protections, des masques, dont les stocks d'État étaient phénoménaux, d'après Olivier Véran. Voilà. Et donc, on va s'occuper de la distribution des masques, pas de soucis là-dessus. Donc on lève le doigt en fait pour dire on est présent. Bon, en fait, les masques, il n'y en avait pas. Pour rien vous cacher, il n'y en avait pas. Et à ce moment-là, on ne le savait pas. Et franchement, le ministre non plus. Au moment où on a parlé dans cette réunion. Voilà. Donc, on a fait cette première réunion, je vais faire plus court. Mais on a fait cette première réunion. Et si vous voulez en savoir plus sur l'année 2020 et sur la gestion de la phase 1, j'ai fait une audition à l'Assemblée nationale qui est publique, une audition au Sénat qui est publique sur le rôle le rôle des pharmaciens et le rôle de la gestion de la crise. Mais globalement, on n'a pas eu de contact avec le ministère de la Santé en 2020. Notre contact, il n'y en avait qu'un, il suffisait d'ailleurs, c'était Nicolas Revel. C'était le directeur de l'assurance maladie. Bon, vous savez maintenant, il est directeur de cabinet du Premier ministre, c'était un personnage important de l'État, c'était très très proche du président de la République. Donc en fait, c'est notre seul interlocuteur. Je l'avais tous les jours au téléphone. Et en fait, on a tous les sujets qu'il nous a dit, les violences faites aux femmes, vous prenez pas, tout ça. C'est avec lui qu'on a traité les alors sujets. justement, comment vous expliquez les bugs de communication qui nous ont quand même alors ça, pourri notre activité vaccinale? Alors, il y a ensuite 2021, je vais vite. À partir de la deuxième vague, ça a été complètement différent. À partir de 2021, on avait des contacts toutes les semaines avec le ministère de la Santé, les différents services. Il y avait ils appelaient ça des task force. Une task force test, une task force vaccin, une task force masque. Et tous ces gens-là, donc, avec une équipe dans laquelle il y avait pas mal de gens assez compétents, d'ailleurs.
qui prenait les avis. Et quel était mon rôle? Parce que c'est ça la question. Quel était le rôle du syndicat? 3 rôles. Premier rôle, concerter avec les autorités de santé, parce que nous, on sait ce qui est possible de faire par la pharmacie, en fait. Et donc, on leur disait, ça c'est possible, ça c'est pas possible, voilà comment il faut faire, comment on peut faire, voilà le coût que ça a, à peu près, et voilà. Donc on donnait l'avis de la profession sur les solutions générales. Et sachant que la situation était tellement évolutive, et que tout évoluait de jour en jour. Mais ça, vous l'avez vécu. Donc, notre premier rôle, c'est ça, c'est concerter et dire, on est capable de faire ça, et il faut le faire comme ça. Par exemple, vous avez remarqué que les vaccins Pfizer pour les EHPAD ont été distribués via les pharmacies d'officine. Ça, ce n'était pas leur option initiale. Ils voulaient le faire via des transporteurs directement depuis Pfizer. Je leur ai dit, ça ne marchera jamais. Vous ne savez pas où ils sont les EHPAD, le circuit du médicament, il passe par l'officine. Donc, ce genre de choses, c'est la concertation avec nous qui fait qu'on orientait la façon de faire de la politique publique. Première mission. Deuxième mission, vous dire qu'est-ce qui a été décidé. Et vous le dire le plus vite possible. Donc ça a demandé une mobilisation des équipes de la fédération. C'est une petite équipe, la fédération. Il y a 8 personnes. Je parle des salariés. Donc ils ont bossé les week-ends, ils ont bossé, voilà. Et effectivement, les DGS urgents arrivaient le dimanche. Nous, on avait la décision qui a été prise le vendredi. Donc le vendredi, normalement, on communiquait avant sur les réseaux sociaux ou sur comme on pouvait en fait. Mais ensuite, il y avait ces DGS urgents avec un truc qui est magique pour eux, qu'ils ont découvert, c'est que quand on envoie le truc par le canal du DP, ça s'affiche sur tous les postes. Il n'y a que notre profession qui fait ça. Donc les autres, les DGS urgents, ils ne les avaient pas. Donc les médecins, les infirmiers, ils n'ont jamais su vraiment qu'est-ce qui se passait. Il fallait qu'ils attendent la presse pro. Nous, le DGS urgent dont on se plaint parce qu'il y en a eu beaucoup, quand même, on a pu suivre l'information parce qu'il s'affichait sur l'ensemble des postes. Est-ce que vous aviez le pouvoir, ce qui a un petit peu tendu la profession, enfin dans ce qui est remonté, c'est qu'on n'avait jamais le temps de s'organiser. C'était toujours à l'envers, on n'avait jamais de visibilité, ni en termes de commandes, de masques, de fournitures, de tests, etc. On n'avait aucune visibilité. Est-ce que vous, le ministère vous a demandé, ou est-ce que vous avez pu faire remonter que c'était ingérable? C'est-à-dire que le grand public était prévenu de mesures, voilà, on va vacciner les plus de 50 ans, alors que nous, on n'avait même pas l'info officielle. Donc ils attendaient devant la porte en disant vous êtes prioritaire parce que vous avez tel âge, je me rappelle encore de celle-là. Ils arrivaient, ils doublaient les gens, ils disaient ouais, je suis prioritaire, ils l'ont dit à France Info ce matin. Nous, on n'avait pas l'info. Est-ce qu'ils vous ont écouté? On a donné systématiquement, Laurent, oui, mais ce n'était pas... l'important, c'était la lutte contre l'épidémie. Les gens qui combattent en Ukraine, là, l'important, c'est la guerre, c'est de gagner. Donc, le fait, tous les points d'imperfection étaient moins prioritaires que le fait d'avancer dans les solutions. Voilà. Donc, forcément, ça met tout le monde sous tension, et ça, on en avait bien conscience. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est l'information des pharmaciens. Et le troisième point, c'est l'information de la population. Je ne sais pas combien j'ai fait d'interviews dans les médias, parce qu'il fallait dire aussi à la population qu'est-ce qui était possible. Il fallait dire aussi, attendez les gars, nous on les a commandés les tests, mais attendez qu'ils arrivent. Les autotests, attendez, il fallait qu'ils arrivent. Maintenant, l'autotest, on a merdé. C'est un des trucs sur lequel on a merdé. Parce qu'en fait, vous en aviez vraiment ras la casquette. Et quand je vous ai dit de commander des autotests pour Noël, et en fait, vous ne l'avez pas fait en quantité suffisante. Vous ne l'avez pas fait en quantité suffisante. Et donc, on est tombé en rupture d'autotest parce qu'on n'y croyait pas. Et on est tombé en rupture d'autotest. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pas dit, ils ont pas dit, attendez, on attend une semaine, ils vont arriver. Ils ont dit, on les met en grande surface. Parce que les grandes surfaces nous disent qu'ils en ont. Donc en fait, c'est chaque fois, c'est contre ça qu'il fallait qu'on se batte. Donc là, il a fallu rétro-pédaler en leur disant, vous allez nous mettre à feu à sang la profession. Donc on a
réussi à les retirer des grandes surfaces. Mais enfin, effectivement, le sujet principal, c'est quand on est dans une lutte contre une épidémie qui avance avec des solutions qui avancent, oui, on a fait ces trois-là, ils nous ont écoutés. Dans beaucoup de cas, ils nous ont écoutés. J'ai encore toutes les semaines au moins 2 ou 3 réunions. Là, par exemple, jeudi, j'ai 2 réunions sur le Paxlovid. Le Paxlovid va arriver via les grossistes répartiteurs en ville. Donc vous le saurez ce soir, voilà. Donc il va arriver, vous allez l'avoir via les grossistes. Je le dis aux grossistes d'ailleurs aussi s'ils ne le savent pas. Donc vous allez avoir à gérer le Paxlovid en flux tiré, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le commander. Et donc ce mécanisme-là, on va le décider jeudi. Donc ça veut dire qu'ils vont le décider avec nous jeudi, on va le mettre en place et ce sera mis en place pour début mai. Voilà. Ok, alors on va changer un petit peu de sujet. Je vous remercie Philippe d'avoir répondu sans langue de bois. On va continuer là-dessus. La langue de bois, c'est pas moi. On le sent, c'est bien agréable. Donc voilà, on a regardé un petit peu le passé, on va enchaîner sur l'avenir. Vous demandez un petit peu votre sentiment sur la nouvelle convention qui vient d'être signée, ce qu'elle va changer dans notre exercice quotidien. Sachant que je rappelle que le volet économique n'a pas été discuté cette année pour cause de trop de différences de chiffres entre l'année 2021, qui était quand même absolument exceptionnelle, voire début 2022. Donc ça, ce sera négocié plus tard quand on sera revenu sur des chiffres qui parlent. Donc c'est plutôt la pratique officinale en elle-même qui va évoluer dans les prochains mois. Si vous pouvez nous en toucher un mot. Oui, je ne vais pas faire très long, parce que en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir... l'économie, 2 minutes quand même. Hein. Je vais reprendre la question sur l'économie, qui est après, parce que j'ai lu des questions. En fait. C'est sympa. En 2021, là, je ne sais pas si ça vous parle, les milliards d'euros, peut-être pas. Mais bon, la pharmacie française, c'est en gros 37 milliards d'euros d'activité. 37 milliards d'euros d'activité, bon an, mal an, et c'est assez stable depuis quelques années. En 2021, ça a été 40 milliards d'euros. Donc 3 milliards d'euros de plus d'activité en 2021, ce qui est beaucoup hein, par rapport à l'ensemble. Ça, c'est l'activité. Au niveau de la rémunération, normalement, on tourne autour de 6 milliards et demi de rémunération du réseau assurance maladie, je parle pas des shampoings, tout ça, je parle de ce qui est versé par l'assurance maladie, qui nous sert à nous rémunérer, à rémunérer nos salariés, etc. Voilà. Ces 6 milliards et demi en 2021 ont été 8 milliards. Donc il y a eu 1,5 milliard de plus en 21. Et en 22, sur les 2 premiers mois de l'année, j'ai pas mars, mais ça va être encore quelque chose de pas mal, on a 600 millions d'euros de plus que 21. Donc, je pense que le mois de janvier a été le mois le plus fort en activité officinale de l'ensemble de l'histoire de la pharmacie depuis les druides. Voilà. Donc, donc ça fait quand même beaucoup d'activités et donc un investissement massif de l'assurance maladie, ce qui fait que évidemment il faut laisser un peu retomber la poussière pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre économie avant de voir comment on peut, quelle est on va dire la nouvelle voilure de la pharmacie française, sachant que de mon point de vue, il faut que ce soit entre 7 et 8 milliards au moins. Je ne pense pas qu'on puisse tenir à long terme, à moins de recruter massivement le niveau d'activité de l'an dernier au mois de janvier, mais on ne peut pas redescendre au niveau hanté, c'est-à-dire 6 milliards et demi, avec uniquement le médicament. Voilà. Donc ça, c'est pour la parenthèse économique. Et maintenant, sur la convention, je ne vais pas faire très très long aujourd'hui, je répondrai à vos questions, mais c'est effectivement une convention métier, essentielle, très importante, mais qui va se mettre en œuvre uniquement à partir du mois d'octobre. Parce que la règle, c'est qu'on négocie une convention, donc on l'a signée le 9 mars, l'Assemblée Générale de la Fédération l'a signée le 9 mars. Le 1er avril, elle est passée au journal officiel,
Et là se passe un délai de 6 mois qui s'appelle le délai de respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, où on regarde si pendant les 6 mois, l'économie de la Sécu permet de financer les nouveautés conventionnelles. Et donc, toutes les nouveautés conventionnelles, tout ce qui est une dépense nouvelle pour l'assurance maladie, se met en route 6 mois plus tard, donc le 1er octobre. Donc, nous, à la Fédération, on a décidé de faire un tour de France. Alors, vous l'avez l'info en primeur aujourd'hui, on a pris cette décision en bureau. On va se rapprocher de nos doyens pour essayer de faire ça dans les facs, sur une durée qui va être entre octobre et février, parce qu'il y a 24 facs de pharmacie à visiter. Et l'idée, c'est de faire une formation sur, information sur l'ensemble des dispositifs conventionnels, d'une part, et en fait, à chaque étape, on traitera un sujet. On traitera la vaccination dans un sujet, on traitera le cancer colorectal dans un autre, on traitera la qualité dans un autre, on traitera, etc. Donc on va faire ce tour de France avec chaque fois un expert qui viendra nous parler. J'espère qu'on aura Fischer pour venir nous parler de vaccins, etc. On trouvera chaque fois un expert pour venir déployer le modèle conventionnel. Au principal, qu'est-ce qui est nouveau? C'est un changement de métier, une promotion en fait de notre rôle, puisque tous les actes que nous avons validés dans cette convention, ce sont des actes que nous pouvons faire par nous-mêmes, qui ne dépendent plus de personne, qui ne dépendent pas du stylo du médecin, qui ne dépendent pas de l'industrie pharmaceutique, qui sont complètement en autonomie. C'est conceptuellement sortir des professions prescrites pour devenir une profession de soins autonome. C'est le côté vraiment nouveau de cette convention. Et ça, je vais vous dire quelque chose, ni vous ni moi, on ne sait pas le faire. Donc il va falloir qu'on apprenne à le faire. En fait, il va falloir qu'on apprenne à, quand on voit quelqu'un, là actuellement, qu'est-ce qu'on sait faire? Actuellement, on est bâti, on est formé pour répondre aux demandes et pour répondre aux demandes des patients. Quelqu'un arrive dans la pharmacie avec une demande, il vient à nous et nous essayons de satisfaire sa demande du mieux que nous pouvons. Soit avec une prescription, soit avec une demande de conseil, mais c'est dans ce sens-là. Là, dans tous les actes de prévention et d'accompagnement qu'on met en place, en fait, il va falloir qu'on fasse un bras de levier et qu'on se serve du fait que la personne vient à nous pour dire « à propos, toi, tu es là ». Et avec les outils informatiques, on en parlera tout à l'heure, nouveaux qui sont à ma disposition, avec ma connaissance et avec ce que je peux faire, eh bien moi je te propose de faire autre chose. Je te propose un parcours de vaccinal, je te propose un dépistage, je te propose un entretien de prévention, je te propose un accompagnement de suivi. Et ça, c'est potentiellement très... c'est un nouveau métier qui peut être... je suis syndicaliste, donc j'ai une partie rémunération dans mon logiciel. Potentiellement rémunérateur, mais complexe, hein, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, objectivement. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous expliquer, et c'est ça qui se passe dans cette formation. Ça pose directement la question du recrutement. Exactement. C'est aussi une des questions qui touchent l'ensemble des confrères, que ce soit au niveau du personnel des préparateurs, que ce soit au niveau des adjoints, voire même certains ne trouvant pas d'adjoints cherchent à s'associer, parce qu'ils disent que comme ça je vais trouver plus d'aide, parce que c'est quand même très chronophage, ça demande de la formation, ça demande des gens qui ont un certain niveau aussi, parce qu'il y a beaucoup de missions qui demandent à être vraiment quelqu'un de cortiqué, qui sache, c'est pas seulement justement de l'abattage, de délivrance qu'un robot maintenant avec les QR codes qui vont arriver sera quasiment capable en autonomie de faire, ça change le métier, mais comment trouver nos collaborateurs? On galère tous, et encore on est en Alsace, je pense qu'on est dans un milieu très très robot, c'est encore pire. Alors, c'est multifactoriel, et je vais répondre à la question, mais en tout cas, il n'y a pas de solution miracle à l'immédiat. Je suis cash, toujours. Donc il n'y a pas de solution miracle immédiatement. Il y a néanmoins une
apprenez-le comme une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, suivant que vous aimez l'activité ou que vous n'aimez pas l'activité, mais l'activité devrait être moindre dans les mois à venir que ce que nous avons vécu dans la dernière année ou dans la dernière année et demie. Donc ça va quand même donner une respiration, normalement. Voilà. Je dis normalement parce que on n'est jamais à l'abri d'une résurgence d'un variant qui serait pathogène et qui viendrait donc nous mettre à mal notre système de santé de nouveau. Mais bon, donc il n'y a pas de solution immédiate. Pourquoi il n'y a pas de solution immédiate? Parce qu'on a besoin de personnel formé. Et qu'un pharmacien, ça se forme en 6 ans, et qu'un préparateur, ça se forme en 2, et demain, certains en 3. On y reviendra à la fin. Notre sujet donc, c'est évidemment de mettre d'abord, d'une part, en ce qui concerne les pharmaciens, de faire en sorte que la filière officine redevienne une filière à la fois d'excellence et choisie en priorité par les jeunes qui sont en 4e année, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas dans pas mal de facultés, à la fois par le choix des jeunes et par l'ambition des facultés elles-mêmes, les positionnements de certaines facultés elles-mêmes qui se positionnaient plutôt vers l'industrie ou plutôt vers l'hôpital, etc. On est bien placé pour en parler. Voilà. Mais alors, comment on a fait ça? On a fait ça par ce qui a été expliqué tout à l'heure par Madame la professeure, par la réforme du DES. La réforme du DES, elle fait partie de la signature conventionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai dit au ministre que cette réforme, qui a un coût, cette réforme elle a un coût. Parce qu'en fait, c'est pas... concrètement, c'est quoi le coût? Je vous explique. Hein. En fait, c'est pas exactement 1 an qu'on va avoir de formation. C'est 1 an, c'est vrai, mais c'est 1 an, c'est 12 mois. Alors qu'auparavant, 1 an, c'était 9 mois. Voilà. Et cette année qui est 12 mois, ça veut dire qu'il va y avoir 10 mois de stage, d'alternance en officine. Et les jeunes qui vont être en alternance, ils vont avoir un statut. Vous savez qu'actuellement, ils touchent 590 € de rémunération de stage. C'est pour un jeune qui a 25 ans, certains sont en couple, certains ont commencé une vie d'adulte, certains ont travaillé avant et ont eu des salaires d'adjoints avant, enfin pas d'adjoints, mais d'étudiants avant de repartir à 190 €. C'était absolument pas appétant. Voilà. Donc là, avec cette réforme du TES, on a obtenu que l'ARS complète le salaire du stagiaire, donc les officines verseront 590 €, mais ils auront un statut de résident, c'est-à-dire d'agent public, et l'ARS doublera ce montant. L'ARS leur redonnera 600 € de plus, donc ils auront un salaire de 1200 € pour leur stage en officine. Ils auront droit aux aides de déplacement et de logement, ce qui est également important si on veut diffuser dans la ruralité les jeunes. Et le pharmacien aussi, à terme, deviendra maître de stage universitaire. Il faudra qu'il se forme, hein, mais j'ai cru voir qu'il y avait le président de l'association des voilà. Donc les maîtres de stage vont évoluer également, puisque ça, il faut une loi pour changer ça, donc ça ne sera pas probablement pas en 23. Mais c'est une promesse, donc ça veut dire que les pharmaciens deviendront maîtres de stage universitaires, ils seront eux-mêmes rémunérés pour leur formation auprès des jeunes, et donc ça changera le rapport aux jeunes. Donc ça va changer fondamentalement ça, le rapport de la filière. Premier point. Le deuxième point, effectivement, pour les préparateurs, cette réforme de la formation est une réforme qui va permettre d'inciter des gens, parce que Parcoursup, maintenant, c'est la voie pour rentrer dans la filière. Et rentrer dans une filière au niveau bac, pour ressortir au niveau bac, c'était pas possible. Donc, nous avons à faire ça. Le sujet de la licence pro, nous, à la Fédération, nous pensons que pendant un temps de moyen terme, qui va durer 10 ans, peut-être 15 ans,
les deux métiers dans la pharmacie coexisteront. Enfin, deux préparateurs. Deux métiers de préparateurs coexisteront. Un métier de préparateur qui seront les préparateurs que nous connaissons aujourd'hui. Le stock, hein, on a 60 000 préparateurs qui actuellement, qui ont été formés avec un BP. Et vous avez vu, quand vous avez voulu les faire tester, les faire vacciner, que certains veulent et certaines ne veulent pas faire ça. Voilà. On a tous vécu ça. Voilà. Et donc, cette formation-là va être en DUST. Et donc, la délivrance du médicament, pour nous, ça doit être au niveau DUST pendant une première phase. Et nous espérons obtenir du ministère de la Santé d'ouvrir des actes au niveau licence. Il est peu probable que nous obtenions l'ouverture des actes de vaccination de dépistage pour les préparateurs au niveau DUST, parce que nous sommes confrontés à une violente opposition, notamment des infirmiers, qui ne souhaitent pas que des gens moins diplômés qu'eux puissent faire les mêmes actes qu'eux. Voilà. Donc on aura, si on veut avoir un volant de gens formés qui veulent faire ça, eh bien il nous faudra des licences pro. La proportion entre les DUST et les licences pro, c'est quelque chose qu'il faut qu'on étudie finement, et donc on a lancé une grande opération là-dessus. Et recruter, enfin cette année, il faut remplir, j'imagine que vous n'aurez pas de mal, mais il faut remplir complètement les 80 places que vous avez dans le Bas-Rhin et les 60 places que vous avez dans le Roi, il faut les remplir, il faut qu'elles soient remplies. Voilà. Ça, c'est essentiel. Il n'y a que ça. Il y a pas de... Et effectivement, l'association, je ne peux que vous encourager à aller dans la voie de l'association, si vous avez des adjoints ou autres. Vous avez le droit déjà de leur conserver un statut de salarié en les intégrant avec 5% du chiffre de part. Donc, ils peuvent garder un statut de salarié. C'est une façon de fidélisation d'un collaborateur, en fait. Mais ce collaborateur, il doit devenir associé au bout d'un moment. Et donc, basculer au-delà de ces 5%, peut-être faudra-t-il réfléchir à augmenter ce seuil pour nous permettre de garder des salariés avec un peu plus de pourcentage de parts dans les officines. Pour l'instant, c'est limité à 5%, donc c'est une réflexion que nous menons. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut éviter, il faut garder les gens que nous avons, il faut éviter qu'ils partent dans d'autres secteurs d'activité, à la fois les préparateurs et les pharmaciens, et former les nouveaux. Il y a une question de salaire aussi, hein, il ne faut pas se le cacher. Hein. Les salaires doivent être un peu plus attractifs. On est en train de lancer une grande enquête pour savoir qu'est-ce que vous payez réellement, parce que nous syndicats, on décide des minima. Le minima de salaire, c'est effectivement à ma signature. La fédération représente 75% des entreprises officinales. Nous sommes donc le syndicat patronal majoritaire, donc évidemment, c'est nous qui décidons de la grille salariale et de l'évolution de la convention collective. Mais moi, j'ai le sentiment que vous donnez à vos équipes plus que le minimum. Donc je voudrais savoir ça et voir comment on peut adapter, parce que les notions d'attractivité, c'est aussi ce qu'on affiche. Voilà, donc je change un petit peu de sujet à nouveau. Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Alors, on est loin de Paris, on est loin du Saint des Saints, mais on ne comprend pas qu'il y ait deux syndicats qui sont puissants, qui représentent la pharmacie. On n'est pas très nombreux par rapport aux médecins, où ils sont souvent diffus. Il y a plein de petits groupes qui existent, qui fait qu'ils se disputent entre eux. Nous, la pharmacie d'officine, on a la chance d'avoir deux syndicats qui sont forts, avec des gens, souvent ils ont un département en grande majorité, hein, donc ils sont très présents dans l'un ou l'autre département, et on ne comprend pas pourquoi ça se dispute aussi des fois d'une manière aussi, des fois on a l'impression presque puérile, avec des communications qui arrivent sur nos boîtes mail, sur nos fax. Donc c'est vrai que nous, au niveau du département, on a la chance d'avoir pas trop de soucis, parce que l'USPO, ils sont vraiment pas très nombreux, et puis de toute façon ils font rien.
Donc voilà, ça s'est fait. Mais on a la chance voilà, d'être ensemble. Après, ça peut être aussi constructif d'avoir deux opinions pour un même sujet. On a l'impression que des fois, vous entendez en réunion, mais dès que la réunion est finie, ça part de partout, et puis c'est des pics, et on ne comprend pas, on a l'impression que c'est contre-productif. Oui, manifester, oui, fais grève, non, faites pas grève, enfin bon, on ne sait plus où on habite. Donc pourquoi vous vous entendez pas? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Donc, ce que tu veux, c'est que je fasse une dissertation sur le divorce et les conséquences du divorce. Non, peut-être juste maintenant, parce que peut-être Alors, le divorce fait longtemps, au bout d'un moment, même quand les Non, gens mais ça grandissent, rien- on s'entend, quoi. Non, Noël, rien, quoi. non, rien n'a changé. D'accord. Rien n'a changé. En fait, c'est toujours les mêmes. C'est toujours Marie-Josée Comont et Gilles Bonnefond qui étaient au départ de l'USPO et qui sont toujours là. Donc, c'est toujours les mêmes, en fait. Maintenant, je dois avouer que depuis que Gilles est parti, c'est-à-dire ça fait quelques mois, depuis qu'il est passé dans l'autre camp, puisqu'il est administrateur de la CNAM maintenant, donc il est maintenant côté CNAM, ça aussi c'est fait. Et donc ça nous permet d'avoir des rapports avec Pierre-Olivier Variot, le président du SPOC actuel, qui sont très corrects, qui sont bons. Globalement, ce que tu as dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont deux syndicats qui ont exactement les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. C'est exactement pareil. Enfin, il n'y a aucune différence. Zéro, vraiment. Il n'y a aucune différence. Quand on me demande quelle est la différence, je l'explique en disant qu'elle est géographique. Si tu es pharmacien dans la Sarthe, tu es USPO. Si tu es pharmacien dans le Morbihan, tu es FED. Si tu es pharmacien à Dijon, tu es USPO. Si tu es pharmacien à Mulhouse, tu es FED. Voilà. Si tu es pharmacien à Montélimar, tu es USPO. Si tu es pharmacien à Lyon, tu es FED. C'est comme ça. Et donc, c'est département par département, parce qu'on est comme ça. Je vous l'ai expliqué pour l'Aude tout à l'heure. Vous auriez pu tous décider d'être USPO. Et vous seriez tous USPO. Oui, mais Vous ne seriez pas tous. C'est la communication. Pourquoi on reçoit cette agressivité? On ne comprend pas pourquoi Alors, ça se dispute à ce point-là, alors qu'au final, chacun a ses adhérents, soit c'est pour tout le monde. Et pourquoi il y a ces pics tout le temps? La Fédé a dit ça, ne faites pas ci, ne faites pas ça. C'est quoi l'intérêt de ça, quoi? C'est pas trop à moi qu'il faut poser la question en fait. Oui, mais c'est parce que en vous fait, êtes là. j'essaye de ne pas remettre dessous dans la machine à chaque fois. En fait, et c'est dommage. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que dans mon conseil d'administration, dans l'Assemblée générale, dans les syndicats, on me demande de répondre. Quand vous recevez un fax de l'USPO, machin qui dit, qui demande de rembourser la ROSP, ou par exemple, voilà. Il y a des gens qui me demandent de répondre. Et d'autres qui me disent, il faut pas mettre l'huile sur le feu. En fait, à partir du moment où le truc est commencé, il n'y a que des mauvaises solutions. Donc, ce que je fais, je l'ai expliqué à l'Assemblée générale, ma méthode, c'est que, je réponds, mais pas tout de suite. Et de façon extrêmement technique. Donc je réponds point par point, de façon juridique, factuelle et chiante. De telle manière à ce que vous ayez toute la réponse, pour ceux qui veulent la lire, voilà, mais que ça ne remette pas dessous dans la machine. Je ne réagresse pas l'autre syndicat, ce qui fait que ça s'éteint. Voilà. Donc en fait, la polémique, on peut l'attiser ou l'atténuer, ou l'arrêter. Voilà. Donc là, ils m'en ont fait 3, j'ai répondu aux 3. Vous avez vu qu'ils n'en font plus, parce que je pense que j'ai été un véritable éteignoir. En fait. Voilà, je leur ai dit, voilà, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Mais je l'ai dit 10 jours plus tard, alors que c'était passé, et voilà, les gens ont eu leur réponse. Voilà. Mais c'est compliqué, effectivement, parce que c'est un peu comme en politique. Le challenger, l'USPO c'est un challenger. S'il dit qu'il est d'accord avec nous, à quoi il sert? Moi je leur ai dit, revenez. Ils nous ont dit non. On ne veut pas, parce qu'on ne veut pas revenir à la maison. Revenez. Voilà, vous êtes... ils représentent quand même... il n'y a pas beaucoup de... On est 10 000 syndiqués en France. Hein. Il y a 21 000 pharmacies maintenant, un peu moins, 20 900.
21 000 pharmacies en France, il y a 10 000 syndiqués, il y en a 7 500 à la Fédé, 2 500 à l'USPO. Donc ils peuvent revenir. S'ils reviennent, ben, on est 10 000 et 2 500, c'est un point important. Voilà. Et en plus, ils sont en guerre entre eux maintenant. Il y a une bataille entre eux. Moi, je pense. Alors, je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez percuté ça, mais j'ai fait mon service militaire à Berlin en 92, 3 ans après la chute du mur. Le mur de Berlin, il est tombé. Et en fait, tout le monde savait que les gens qui habitaient Berlin-Est et Berlin-Ouest, un jour, revivraient ensemble. Parce que c'était débile de mettre un mur au milieu. Et mettre un mur autour de la Sarthe, parce que la Sarthe est le seul département breton qui est USPO. Donc mettre un mur USPO tout autour de ce département, alors que tous les autres à Rennes, dans le Maine-et-Loire, sont fédés, ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible sur le long terme. Peut-être que je ne le verrai pas. Parce que moi, j'ai vécu la dissension et j'ai vécu... Peut-être que je ne le verrai pas, moi. Mais mon successeur ou le successeur d'après, un jour, il y a bien des gens qui vont se dire « c'est quand même con ». Je crois, peut-être toi. Tu me le raconteras, tu viendras à l'EHPAD. Je remercie Philippe d'avoir répondu à ces quelques questions. Maintenant, je laisse la parole à la salle. Donc, est-ce que vous avez des petits sujets, des questions à demander à notre président national qui a été abordé ou pas assez ou pas du tout? Il y en a une grosse de questions quand même que tu n'as pas posée. Ah bah, si c'est le président qui se pose des questions, c'est... Non, mais il y avait une grosse question qu'il faut quand même que vous ayez en tête, c'est l'informatique. Oui. Les logiciels vont changer radicalement à partir du mois de novembre. Donc vous allez avoir dans les mois à venir des propositions de vos éditeurs de logiciels qui vont vous demander si vous voulez commander la version Ségur du logiciel. Donc c'est une version qui est payante. Donc vous allez signer un bon de commande entre 800 et 1200 euros. Mais c'est en tiers payant, c'est-à-dire que c'est l'assurance maladie qui va payer pour vous ces nouvelles fonctionnalités, avec notamment à l'intérieur l'e-prescription, l'espace numérique de santé, l'INS qui va remplacer donc l'identifiant numérique de santé de chaque patient. Dans l'INS, que vous allez peut-être, certains l'ont déjà vu sur leur logiciel, se demander quelle est cette bête, en fait, ça permet d'authentifier un patient une fois pour toutes avec un professionnel. Donc vous avez besoin de la carte d'identité et de la carte vitale pour la première fois, mais après, il est identifié, vous êtes appairé et vous pouvez consulter, vous pourrez, quand vous aurez le logiciel, consulter donc son DMP, enfin son espace numérique de santé, et l'alimenter. C'est-à-dire qu'en fait, de façon automatique, quand vous ferez un vaccin, parce que vous ferez des vaccins à partir d'octobre, ben, ça viendra alimenter le dossier du patient. Donc ça, c'est pour ça que je ferai le Tour de France à partir de l'automne, parce que là, ce que je vous dis, c'est un peu nébuleux pour vous, parce que vous ne l'avez pas touché, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas vécu avec. Voilà. Donc à partir du moment où vous les aurez déployés, la version Ségur, vous verrez toutes les nouveautés qui sont incluses dans cette version, et donc vous verrez que c'est avec ça qu'on va pouvoir faire les nouveaux actes. Et c'est avec ça que demain on pourra faire vraiment les entretiens, parce qu'en fait on aura dans nos logiciels métiers, pas encore en 22, hein, il faudra attendre 23, mais la deuxième vague, mais c'est dans le logiciel métier qu'on aura les entretiens. En fait, un peu comme quand vous avez une fiche patient, bah, vous aurez les ventes, les ordonnances que vous avez dans le DP actuel. Vous aurez, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le font, l'historique des ventes directes, si jamais vous identifiez le patient, la personne. Voilà. Et vous aurez les actes. Vous aurez l'ensemble des actes que vous avez fait de chaque patient dans l'historique qui s'implémentera. Et donc vous aurez la trame des entretiens et vous pourrez le faire au comptoir. C'est l'objectif en fait. L'objectif, c'est d'arriver à le faire sur notre poste de travail, aidé par l'informatique. Comme ça, on a l'historique médicamenteux, on a la base de données,
on a l'ensemble des algorithmes qui nous permettent de faire un travail efficient. Et donc, ça va nous permettre d'évoluer. Donc, l'informatique, c'était ça que je voulais vous dire, c'est vraiment la révolution qui arrive là, dans les mois à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah, Monsieur Legault. Oui, moi j'ai une question en fait sur le bien-être du pharmacien qui par rapport aux gardes. En fait, nos équipes sont de plus en plus portent sur le bruit, pas d'adjoint. À ma connaissance, on est la seule profession de santé, ou la seule profession que je connais, qui est capable d'enchaîner 48 heures de travail effectif à l'officine. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est tout à fait normal? Est-ce que le syndicat, en fait, qui peut nous défendre, a une solution proposée? Alors, je connais très très bien le sujet, hein, pour être très clair, à de multiples niveaux. La première, c'est que hier soir c'était lundi, j'étais moi-même de garde. Donc j'ai fait 13 ordonnances, j'ai terminé à minuit. Et j'ai pris l'avion à 6h du matin pour venir vous voir. Donc je vois très bien le sujet du 48 heures non-stop, en fait. Le problème que nous avons, alors nous avons, dans la première convention qu'on a négociée, j'en suis à ma 3e négociation conventionnelle, là, qui fait 2012, 2017 et 2022. Dans la première convention que nous avons négociée, et ensuite ça s'est confirmé en 2017, on a mis en place une indemnité. Voilà. Donc cette indemnité, qui est donc de 190 € plus 8 € par ordonnance, donc moi hier dans la nuit, donc j'ai eu un budget de 300 € pour la nuit. Bon. Ce budget, théoriquement, permet de soit de le faire soi-même si on a envie de faire 24 heures ou 48 heures, soit d'indemniser un collaborateur. La problématique, bien sûr. Au moins ils suivent. Hein. La problématique que nous avons actuellement, parce qu'elle est encore plus lourde que dans les temps passés, c'est que nous manquons de collaborateurs. Ils sont par ailleurs fatigués par les autres tâches et ils refusent, enfin ils ne veulent plus, ou veulent moins, prendre de garde. Donc là, sur le sujet, soit on a 3 façons de voir les choses. Soit on négocie avec l'assurance maladie et avec les pouvoirs publics d'élargir les secteurs. C'est-à-dire d'élargir les secteurs de garde, c'est-à-dire en faire moins de garde. Soit on arrive assez rapidement à trouver plus de monde et les moyens financiers pour les rémunérer, ce qui est la deuxième option. Et bien, il n'y a que 2 solutions en fait. Parce qu'en fait, l'autre idée qui est la 3e idée, moi je la refuse à titre personnel, mais vous pourrez un jour, si vous voulez faire la révolution, le virer, mais la 3e idée, c'est de partir sur la base du volontariat, c'est-à-dire d'avoir des pharmacies 24/24. Et ça, moi j'estime que c'est la mort de la proximité, ça va aller vers des grosses difficultés de gestion du réseau, si on va dans cette voie-là. Donc il n'y en a que 2. C'est la première, essayez, je ne sais pas combien vous avez de secteurs de garde dans le 10. Vous êtes 10. Donc vous faites les tours de garde à combien? 13. Ouais, alors les gars, moi c'est 5. C'est-à-dire que je suis de garde une semaine toutes les 5 semaines, toutes les nuits, avec une maison médicale de garde qui m'envoie des gens jusqu'à minuit, et j'ai 12 ordonnances par nuit. Sur une ville comme Hugo, c'est rien. Moi, j'ai servi de 14h jusqu'à 2h30 du matin, non-stop, et j'étais réveillée par une infirmière à 6h30 pour un test de grossesse. Ouais, mais une fois, alors il y a une solution, qui peut être, qui est le filtre, hein,
Oui, bah, alors on va pas trop axer sur les gardes, parce que vu que c'est le syndicat qui les organise, voilà. Hein. Oui, mais quand même. Mais, Oui. Oui, oui, J'avais une question sur la pertinence d'être vraiment de garde toute la nuit. Oui, ça aussi. Je pense que là, on trouverait un. Moi, franchement, j'ai, enfin, peut-être dans les grandes villes, vous êtes dérangés. Franchement, moi, ce qui est lourd, c'est jusqu'à minuit. Hein. C'est la première partie de nuit, parce que j'ai. Quand vous faites réveiller à 3h du matin pour. dans les grandes villes, on est dérangé. Oui, c'est ça. Jusqu'à minuit, on. Voilà. Bon, après, voilà, la question des gardes. Non, mais c'est une quelque vraie chose. question, c'est une vraie question. Maintenant, toujours des questions qui soulèvent l'enthousiasme. Alors attention, un truc rigolo, c'est que la gestion de la permanence des soins ne dépend pas du syndicat national, de par la loi. C'est les syndicats départementaux. Une autre question. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ah, Armel. Moi j'ai une question. Il y a peu, on a tous vu ce spot publicitaire pour essayer de valoriser le travail des aides-soignants, etc. Vous, les préparateurs en pharmacie ne faisaient pas partie de ce spot publicitaire de l'État. Mais ici, on sait tous. Si. Pardon, mais si. Je l'ai regardé plusieurs fois. Hein. Ah, si. Les préparateurs en pharmacie hospitalière ont été revalorisés comme les aides-soignants. Non, mais c'est pas ça. Elle parle du spot publicitaire. Ah. Du spot publicitaire. Bref, on n'était pas présents dedans, mais on sait tous que une partie des aides qui existent actuellement pour l'apprentissage pourraient disparaître après le 30 juin, vu qu'on nous conseille de signer les contrats d'apprentissage avant le 30 juin. Ma question est la suivante, parce que le candidat Macron s'est vanté de la bonne application de cet apprentissage et d'avoir beaucoup d'apprentis, mais on ne nous a pas parlé de reconduction de ces mesures. Est-ce que le syndicat bouge pour qu'au moins dans notre branche, on puisse continuer à avoir ces aides pour que l'ensemble des confrères forment et qu'on ne se retrouve plus dans des situations d'impasse comme aujourd'hui? Alors, deux questions en fait. Et il y a la revalorisation des salaires qui est liée au Ségur, qui bien sûr a concerné les préparateurs, mais qui ne concernait que l'hôpital. Donc n'a concerné aucun des soignants de ville. Donc c'est-à-dire ni les infirmiers de ville, ni les pharmaciens de ville, ni les préparateurs de ville, aucun professionnel de santé de ville n'a été revalorisé suite au Ségur, mais les préparateurs en pharmacie hospitaliers ont été revalorisés comme les pharmaciens hospitaliers, comme les médecins hospitaliers, comme les cadres hospitaliers, comme tout le monde. J'ai compris, mais il y avait deux questions dans la question, je réponds aux deux. La deuxième, c'est l'aide à l'apprentissage. Donc oui, évidemment, la fédération est mobilisée depuis très longtemps sur ce sujet. J'ai vu deux fois le cabinet d'Elisabeth Borne. Ils n'ont clairement pas voulu aller au-delà du 30 juin dans la précédente législature. Ils ont clairement refusé. Il faut dire que France Compétences, qui est l'organisme qui finance les formations, est complètement déficitaire. Enfin, je veux dire, il existe depuis 2 ans et il est complètement déficitaire parce que, évidemment, donner 8 000 € à l'apprentissage, ça a ouvert les vannes. Et donc, il y a eu énormément de contrats dans tous les secteurs d'activité, pas que la pharmacie, mais dans tous les secteurs d'activité. Donc, clairement, on a deux problèmes pour les aides à l'apprentissage. Le premier, c'est que l'aide à l'apprentissage qui existait avant les 8 000, avant le système Un Jeune, Une Solution, parce que ce dont vous parlez, c'est Un Jeune, Une Solution, ça s'appelle. C'est le programme s'appelle Un Jeune, Une Solution. Avant Un Jeune, Une Solution, le dispositif, c'était une aide de 4 000 € et réservée aux diplômes de niveau 4, c'est-à-dire baccalauréat. Et notre problématique, on en a deux, c'est que maintenant, l'aide est portée à 8 000. Donc, à partir du 30 juin, l'aide pourrait être redescendue à 4 000. Mais le problème, c'est que notre niveau de formation est passé au niveau 5.
avec le DUST. Et donc, nous ne sommes plus éligibles dans la formation telle qu'elle est proposée dans la réforme qui vient de vous être exposée. Avec le dispositif ancien, nous ne sommes plus éligibles. Évidemment, nous avons alerté les politiques pendant la campagne. En l'occurrence, personnellement, j'ai alerté Éric Woerth. Oui, je sais, il est macroniste, c'est comme ça. Mais c'était lui qui représentait le candidat président sur ce secteur-là. Pareil, on n'a eu que des incantations. Là, pour l'instant, moi, ce que je sais, c'est que jusqu'au 30 juin, il faut vraiment signer les contrats avant le 30 juin, parce que comme ça, on est bon pour l'année prochaine. Et ça nous laisse 1 an pour négocier, mais les législatives sont jusqu'au 19 juin. On aura un gouvernement après les législatives, donc fin du mois de juin, début du mois de juillet. Il est exclu qu'il fasse un dispositif dans la semaine. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un blanc. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il va y avoir un blanc. Je pense que on met tout le monde dans la rue si on arrête l'apprentissage après l'effort qui a été fait depuis 2 ans avec le Covid. Donc je pense qu'il y aura un dispositif de remplacement au dispositif Un jeune, une solution. Mais c'est vrai que la question est extrêmement pertinente parce que elle est peu dans le débat public. Elle est peu dans le débat public aujourd'hui, mais elle est majeure. Et pour nous, pharmaciens, 2 problèmes. 8 000 à la place de 4 000. À la limite, on pourrait redescendre à 4 000 comme c'était avant, pourquoi pas. Mais par contre, on ne peut pas admettre, en upgradant le diplôme au niveau 5, de perdre l'aide à l'apprentissage. Voilà. Donc je rappelle juste que si vous signez avant le 30 juin, vous pouvez faire commencer votre apprenti plus tard dans le contrat. Il n'est pas obligé de commencer avant le 30 juin. Il faut juste signer le contrat avant le 30 juin. C'est ça qui est très important. On est tous parfaitement conscients que les résultats du baccalauréat sont le 7 juillet. Faites signer vos contrats mais avant. Quand même, faites signer le contrat avant les résultats du bac. C'est ça qui fait foire, c'est la date de signature. Vous allez avoir une circulaire là-dessus parce que j'attendais, moi ce que j'attends c'est la légalité du truc parce qu'il y a débat entre l'OPCO France Compétences sur la légalité de la procédure. Mais mes juristes me disent que c'est légal, donc si c'est légal, je vais circulariser une information vous proposant de signer vos contrats avant le 30 juin. Une autre question? Moi, j'en avais une sur. Alors, une dernière question, Sylvie. Vas-y. Après, on ira boire un petit coup pour discuter. Par rapport à la vaccination, donc visiblement, nous, on sera obligé d'avoir une prescription pour vacciner. Non. Non, alors c'est sûr, hein, parce que j'ai lu. Alors, la question, c'est par rapport à la prescription. Les pharmaciens ont besoin d'une prescription pour vacciner, alors que les infirmiers peuvent le faire sans prescription. C'est ce qui circule aujourd'hui. Non. Alors, c'est compliqué. Ouais, c'est dur en dernière question ça. Allez, on se lance. En 2019, on a la loi Buzyn, Ma Santé 2022, qui donne aux pharmaciens le droit de prescrire et d'administrer le vaccin. C'est le vaccin grippe. 8e alinéa. Non, tous les vaccins. La loi de 2019 donne aux pharmaciens le droit de prescrire et d'administrer tous les vaccins sous réserve d'un certain nombre de textes réglementaires à venir. Ça, c'est le texte fondateur. C'est l'article L5125.1.1a, j'irai voir, et c'est le 8e alinéa. Donc ça, vous irez voir ce texte-là. Dans ce texte, il y a 2 ou 3 choses qui nous manquaient. 1, l'avis de la Haute Autorité de Santé, avis pris de la Haute Autorité de Santé pour savoir quel vaccin pouvait être administré par le pharmacien. Le ministre pouvait faire un arrêté donnant la liste des vaccins et les publics. Adultes, enfants, adolescents, ça c'est le public. Et ensuite, les vaccins, la liste des vaccins, il y en a 15 qui ont été autorisés par la HAS. Deuxième point, dans le même article de loi, il est dit que, s'agissant de la prescription, et une fois que la HAS a pris son avis, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, l'autre instance, doit donner un deuxième avis pour savoir parmi les 15 lesquels le pharmacien peut prescrire. D'accord ?
Donc il nous manque cet avis de l'ANSM pour la prescription. Par ailleurs, nous avons signé un dispositif conventionnel qui met en place la vaccination avec un honoraire. Cet honoraire, il n'est applicable, si vous avez suivi, que le 1er octobre. Donc de toute façon, on ne peut pas aujourd'hui faire de vaccination et la tarifier à l'assurance maladie parce que c'est le 1er octobre. Donc entre maintenant et le 1er octobre, on a besoin d'avoir l'avis de la NSM pour la prescription. Donc nous aurons un droit complet, les pharmaciens, et nous serons la seule profession à avoir un droit complet parce que il ne suffit pas d'avoir le droit de prescrire et le droit d'administrer. Il faut avoir un troisième droit pour que ce soit simple pour le patient. Il faut avoir le droit de délivrer le vaccin. Et ça, nous sommes seuls à l'avoir. Donc ça veut dire que à partir du moment où à partir d'octobre, en fait, dans une unité de lieu, le patient va trouver un professionnel qui va savoir avec l'espace numérique quel était l'état vaccinal, un professionnel qui aura le vaccin, la possibilité de le prescrire, la possibilité de l'administrer. Et donc, la vaccination se fera évidemment en officine. Qu'est-ce qu'ont obtenu les infirmiers aujourd'hui? Ils ont obtenu le droit d'administrer le vaccin sans prescription médicale. Sans prescription médicale de l'acte d'administration. Parce qu'avant, le médecin marquait une injection par l'infirmier. Donc là, ils ont obtenu le droit d'administrer le vaccin sans prescription médicale. Mais ils n'ont pas le vaccin. Donc ça ne va rien changer du tout au système. Donc le sujet, vous voyez bien avec le Covid, en fait, le sujet, c'est qu'il faut avoir, pour pouvoir faire la vaccination, il faut que ce soit simple. Donc il faut avoir à la fois le lieu, le professionnel formé, le droit de prescrire et d'administrer, mais il faut avoir le produit. Et là, nos préparateurs qui ont vacciné Covid et qui ont vacciné grippe, ils ne pourront pas. Non. Voilà. Ils ne pourront pas, et même le Covid, ils ne pourront plus en dehors de l'état d'urgence. Et c'est pour ça qu'il faut, d'une part, upgrader la formation, au moins pour ceux qui voudront, et il faut obtenir aussi le droit, parce que ça ne suffit pas la formation. En fait, la preuve de concept avec le Covid est importante, la formation est importante, mais il faut modifier ce qu'on est en train de faire pour les pharmaciens et pour les infirmiers. Il faudra le faire pour les préparateurs. Avis HAS pour l'administration. Et tout y quanti. Donc c'est pas gagné. Moi, l'idée que les préparateurs vaccinent, de mon point de vue, ça n'arrivera pas avant 24, 25. Sur cette bonne parole, je propose qu'on remercie Monsieur Merci d'être à l'infini. Voilà aussi. Et puis donc je vous invite à un petit verre de l'amitié avec un petit peu de salé, un petit peu de sucré, puis on peut continuer les discussions tranquillement là-bas. Merci d'être venu. Merci. Ouais, c'était bien.